Conditions en magasin. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Guillaume Tabar à 8h12 pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Les Républicains ont lancé un processus de refondation, mais on sent monter une concurrence entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Est-ce qu'une guerre entre ces deux-là est évitable ou est-elle inévitable ? Écoutez, en politique en général et à droite en particulier, les guerres des chefs sont souvent une fatalité. Et celle qui s'annonce est pourtant doublement paradoxale. Elle est paradoxale parce que Wauquiez et Retailleau, c'est quand même sensiblement la même droite en termes de ligne. Une droite forte, pourrait-on dire. Rien à voir, par exemple, avec la tonalité différente d'un Xavier Bertrand. Paradoxal ensuite parce que, compte tenu de ce qu'est devenu LR, 7% et 46 députés aux dernières législatives, la droite ne peut pas vraiment s'offrir le luxe d'une guerre fratricide. Rappelons qu'au temps du match Chirac-Balladur, il faisait encore 20% chacun. Ce temps est bien loin. Pourquoi alors ce nouveau duel est-il si prévisible ? Écoutez, alors après la dissolution, les deux hommes qui étaient jusque-là à droite les plus hostiles à tout rapprochement à Emmanuel Macron ont fait ensemble le pari de la participation au gouvernement. Mais voilà, il y en a un qui est rentré au ministère de l'Intérieur et qui a construit une popularité rapide et forte. Et puis il y en a un qui a refusé d'aller à Bercy, qui a de ce fait plus de mal à exister politiquement et médiatiquement. Et puis, vous savez, tout le monde a beau dire qu'il ne faut pas s'attacher au sondage, bien ceux-ci donnent toujours des idées à ceux qui ont des bons chiffres et ils rendent jaloux ceux qui ne décollent pas. Alors, l'enjeu, c'est que LR va devoir élire un nouveau président, puisqu'Éric Ciotti n'a toujours pas été remplacé depuis qu'il a fait alliance avec Marine Le Pen. Et Laurent Wauquiez aimerait bien valider une sorte de Yalta. À toi le gouvernement, à moi le parti. Mais Bruno Retailleau se dit que pour exercer le leadership de la droite, par exemple dans la perspective de la prochaine présidentielle, il est peut-être plus prudent de contrôler le parti. Et c'est ce qui explique que la machine infernale de la division se remette en route. En fait, c'est la première manche de l'élection présidentielle de 2027 qui se joue. Eh oui, mais c'est ça qui est périlleux, pour ne pas dire suicidaire pour LR. Car à ce jour, entre Marine Le Pen d'un côté et Édouard Philippe de l'autre, il n'y a pas encore beaucoup de place pour une offre uniquement LR. Alors bien sûr, d'ici à 2 ans, beaucoup de choses peuvent se produire, mais à condition de construire, pas de s'auto-détruire. Alors si l'on regarde les partielles récentes, dans les Ardennes, en Isère, à Francheville, à Villeneuve-Saint-Georges et à Boulogne-Billancourt, le pari d'être au gouvernement est pour l'instant bénéfique pour LR qui retrouve quelques couleurs. Mais pas encore assez pour éluder la question d'une refondation en profondeur sur le terrain des idées. Pas assez pour ne pas s'inscrire dans un cadre politique plus large, permettant de faire revenir des électeurs, soit qui étaient passés au macronisme, soit qui ont été attirés par Éric Zemmour. Et puis surtout, pas assez pour se lancer déjà dans une nouvelle guerre de chefs. Ce ne sera pas la première ni la dernière. L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver en vidéo sur lefigaro.fr. Merci Guillaume et bon week-end à vous. Merci. Et maintenant l'invité de la matinale. 63 ans après l'indépendance, la France et l'Algérie sont entrées dans une nouvelle phase de tension diplomatique. Le rapprochement franco-marocain n'a pas arrangé les choses et la détention de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal ne fait que les aggraver. Pourquoi les plaies ne se referment pas ? Je pose la question à l'invité de la matinale. Yves Santamaria, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, agrégé et docteur en histoire contemporaine et en sociologie. Vous publiez La France et l'Algérie, une terre pour deux peuples chez Odile Jacob, 1830-1962. Et nous comptons sur votre regard et votre recul d'historien pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui entre ces deux États dont les destins restent liés malgré l'indépendance conquise en 1962. Yves Santamaria, vous avez lu l'interview donnée par le président Tebboune à l'Opinion en début de semaine. Elle est nourrie de reproches, d'esquives, d'accusations larvées. Comment comprenez-vous cette acrimonie ? Alors, je sais bien que pour les historiens, le passé, c'est leur gagne-pain, mais je nuancerai tout de suite avec, en me couvrant sous le parapluie de Marc Bloch, l'un de nos maîtres historiens, qui disait que les hommes sont certes les enfants de leurs parents, mais ils sont surtout les fils de leur temps. Voilà, donc je pense que sans négliger évidemment le dit gagne-pain, à savoir le passé et la mémoire, il y a des intérêts géopolitiques du temps
temps présent. Alors, je le dis tout de suite, je n'ai pas d'autre hypothèse plus forte que celle de la question du Maroc. C'est la question du Maroc pour vous. La question du Maroc qui, alors, elle, vraiment, pour le coup, s'ancre dans l'histoire coloniale. Il suffirait de regarder une carte pour voir que l'Algérie s'avance au Sahara bien vers l'Atlantique et que la tentation pourrait être grande pour un pouvoir algérien de pousser un petit peu l'avancée jusqu'au littoral atlantique. La question du Sahara occidental, donc, est si j'ose dire, un serpent de mer, bien qu'on soit dans le désert. Il y a eu d'autres crises, d'autres tensions provoquées par la relation franco-marocaine et la relation entre le Maroc et l'Algérie, qui ont tendu à ce point les relations entre Paris et Alger. Alors, sous réserve d'omission, bon, il y a la fameuse, mais en fait, elle n'a pas été tellement médiatisée, ce qu'on appelle la guerre des sables, après l'indépendance, où on a eu des affrontements violents. Ça me fait un peu penser aux affrontements pendant la guerre froide entre l'Union soviétique et la Chine. Voilà, ça n'a pas bouleversé la scène, mais il y a eu des affrontements militaires, il y a eu des morts, etc. Et ensuite, il y a eu également, à partir du moment où l'Espagne passait son tour, à partir de 75, il y a eu également des affrontements entre des forces algériennes et des forces marocaines. Et à ce moment-là, à chaque fois, la relation entre Paris et Alger se tendait. Alors, je ne suis pas certain qu'à chaque fois, je dirais même pas Paris tire les ficelles, mais Paris a joué un rôle essentiel. On a quand même, Paris a essayé, surtout après l'indépendance, de ménager les deux partenaires de fait. Je pense que aujourd'hui, ça prend véritablement une autre tournure parce que la France apparemment semble avoir tranché, comme à la suite des États-Unis, de l'Espagne et d'autres, voire même de beaucoup de pays de l'Union européenne. Yves Santamaria, la France a décidé de ne pas riposter aux piques, aux attaques, aux insinuations contenues dans cette interview de l'Opinion. Certains disent même au Quai d'Orsay, s'il a parlé à un journal français, c'est que le dialogue n'est pas rompu et qu'il revient vers la France. Est-ce que Tebboune revient vers la France? Alors moi j'aurais spontanément une autre hypothèse qui serait que s'adresser à la France, c'est s'adresser à un pays qui est quand même affaibli politiquement et dans lequel il est possible peut-être de trouver des appuis pour essayer de redresser une image qui n'est quand même pas au beau fixe dans les médias français. Voilà. Donc, je ne suis pas certain que ce soit le signe d'un rapprochement. D'ailleurs, dont je me demande quelle forme il pourrait prendre. Moi, je le verrais plutôt comme une tentative de jouer, peut-être de façon opportuniste, sur une situation française qui ne permet pas probablement au pays de faire entendre sa voix comme il a pu le faire dans le passé. Yves Santamaria, l'Algérie et la France, c'est sorti chez Odile Jacob, Une terre pour deux peuples. Beaucoup de gens qui sont extérieurs à la question algérienne, donc qui ne sont pas pieds noirs, qui ne sont pas algériens en France, qui ne sont pas français d'origine algérienne, ils n'arrivent pas à comprendre que 63 ans après l'indépendance, on en arrive à ce niveau de tension entre la France et l'Algérie, en tournant toujours autour des mêmes questions. Alors vous avez rappelé la question du Sahara occidental, mais il y a des rancœurs, on se traite de néocolonialisme, on parle de rente mémorielle. Qu'en pense l'historien? Alors, l'historien... D'abord, et lui-même, si on prend la communauté, pas toujours sur les mêmes positions. Il y a des débats chez les historiens, d'une part parce qu'il y a ce que je rappelais au début, le fait qu'il faille chercher les raisons de clash dans l'actualité, et puis ceux qui ont tendance à imaginer... Personnellement, vraiment, j'ai dit ça au doigt mouillé. Je pense que les questions mémorielles, là, je rejoindrai le président Macron. On fait l'objet d'une utilisation massive, pas de destruction, parce que le rapport de force est tellement différent, mais une arme entre les mains du pouvoir algérien. Voilà. Une arme de culpabilisation massive. Une arme à la fois de culpabilisation massive et également de resserrage des liens entre
des populations algériennes qui ne sont pas quand même soudées comme un seul homme autour du pouvoir, ni même autour de l'idée d'une nation sur le mode jacobin. Je pense aux Berbères, Kabyles, etc. Sans parler de la guerre civile qui a quand même été, et qu'on essaye d'oublier. Enfin, Kamel Daoud en a payé le prix, quoi. On veut pas rappeler ça. Donc, je pense c'est un moyen quand même de se souder à l'intérieur et de présenter quelque chose à l'extérieur. D'autant plus qu'en France, manifestement, j'y faisais allusion, le parti pris pro-marocain me semble avoir gagné du terrain. Enfin, on le voit. Moi, il y a un exemple qui m'a frappé. C'est la France insoumise qui a du mal à parler d'une seule voix sur ce chapitre. Hein. Voilà. Parce qu'elle a un leader peut-être qui est né au Maroc. Voilà, et qui en joue évidemment avec le talent qu'on lui connaît. Yves Santamaria, vous dites que la relation entre la France et l'Algérie dans ce livre, elle a été faite d'occasions manquées, de rendez-vous manqués, qu'il y a des choses qui auraient pu être réussies et qui peut-être façonneraient une autre relation franco-algérienne aujourd'hui. Oui. Quels sont ces rendez-vous manqués ? Il y en a plein évidemment, puisqu'on est sur une période de plus d'un siècle. En fait, j'ai une vision qui est un peu plus, si vous voulez, noir, au sens où il est bon pour les historiens d'essayer d'évoquer ces moments où les choses auraient pu basculer différemment. Mais je pense m'être surtout attaché, je ne me suis pas relu globalement, mais je pense m'être surtout attaché à montrer que de toute façon, on allait dans le mur. Voilà, donc il y a eu des mois. Alors l'occasion manquée, pour reprendre cette expression. La principale. Voilà, me semble être les tentatives de créer des entités territoriales distinctes, voilà, comme ça a pu se faire dans d'autres pays du monde que je peux citer pour mémoire, hein, Chypre, l'Irlande, voilà, bon, enfin bon. Et je pense que là, ça a été à la fois quelque chose qui aurait pu trouver un commencement d'application, mais qui s'est heurté à trop d'obstacles, y compris, peut-être à commencer par la conception que l'un des deux peuples, les Pieds Noirs, avait, c'est-à-dire l'impossibilité de sortir de ce tête-à-tête avec la France qui les avait nourris, protégés, pour laquelle ils se sont fait tuer et dont ils avaient appris la langue. La France qui les avait installés là-bas en leur disant, ben voilà, l'Algérie c'est la France et pas autrement. Et donc vous faites allusion à un découpage de l'Algérie qui aurait vu une partie totalement française et puis une partie algérienne. Est-ce que vous sous-entendez Est-ce que vous sous-entendez que si ce rendez-vous avait été pris au bon moment, aujourd'hui, il y aurait encore une partie de l'Algérie qui serait française ? Je pense qu'il y a de très nombreux cas dans l'histoire, mais selon qu'on envisage favorablement l'issue, on va trouver les points de rapprochement, et sinon on va dire mais ça n'a rien à voir. Voilà. Donc je pense que c'était une hypothèse à prendre sérieusement en considération. En tout cas, beaucoup de cerveaux autrement faits que le mien l'ont prise en considération. Je le cite dans cet ouvrage, à commencer par Perfit, qui est le plus connu. Voilà. Mais il avait d'autres appuis. Vous parliez tout à l'heure, quand on évoquait la rente mémorielle, de l'opinion algérienne qui pouvait éventuellement, bien que divisée, se retrouver quand il s'agit de critiquer la France. Est-ce qu'on en est si certain ? Est-ce que c'est efficace de parler à la jeune génération algérienne ? Beaucoup rêvent de venir en France, de faire des études en France, de trouver la prospérité en France. Est-ce que ça marche encore de dire aux jeunes Algériens, vos problèmes, c'est la faute de la France ? Je pense que ça ne marche pas. Par contre, imputer à la France un certain nombre de méfaits, crimes, etc., je suis persuadé que ça a laissé des traces. Je pense que 60 ans d'enseignement
où on essaie de donner une vision, ce qui est tout à fait normal, hein, de type roman national, en évacuant les scories, les crimes et autres petits détails de l'histoire qui gêneraient la marche triomphale. Je pense que ça laisse des traces. Mais peut-être que je surestime le poids de l'histoire sur les étudiants et les élèves. Alors, le poids de l'histoire, le poids du temps, l'inertie du temps, c'est aussi ce gouvernement algérien qui donne le sentiment qu'il n'a pas changé depuis 1962. Est-ce votre opinion? Alors, je pense qu'il a changé de fait dans la mesure où on a affaire à un personnel politique qui n'a généralement pas pris les armes contre la France. Donc, c'est quand même une nouvelle génération. Le président Tebboune est né en 1945. Il a ces actes de moudjahidine pendant la guerre d'Algérie ne me sont pas parvenus. Il a fait une carrière après dans l'appareil d'État en tant qu'énarque, etc. Donc, je pense qu'on a quand même un changement de génération. Par contre, la nouvelle génération a endossé le récit qui a été construit par leurs aînés. Voilà, donc il y a un changement de génération. Après, d'un point de vue sociologique, on a affaire quand même à un système qui est marqué par le poids des bénéficiaires de la rente pétrolière, l'armée, les services de renseignement. Ce qui a changé peut-être, c'est le poids direct des milieux religieux, non pas dans l'opinion, mais y compris au cœur de l'appareil d'État. Mais là, je n'ai pas le scalpel assez fin pour le démêler. Et j'ai commis un lapsus, j'ai dit le président Tebboune est jeune, il a quand même 79 ans, on peut être en pleine forme à 79 ans. Mick Jagger, hein. Quelle est la condition d'une visite à Paris de Tebboune, pour terminer très rapidement? Dans l'immédiat, honnêtement, je ne vois pas en quoi ça correspondrait à l'intérêt de l'Algérie de finalement se présenter comme reculant. Parce que tout le monde a senti qu'à un moment donné, après que le nombre de présidents français aient pratiqué des démarches de reconnaissance, le terme de crime contre l'humanité n'a pas été inventé, hein, je pense que ça pourrait être perçu comme une reculade. Mais je ne lis pas dans la marque de café. Et peut-être devra-t-on attendre des informations supplémentaires sur la libération de Boualem Sansal. Voilà. Yves Santamaria, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'Algérie et la France, une terre pour deux peuples. C'est paru chez Odile Jacob. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres du vendredi. Géraldine Wössner, Jean-Marie Colombani, Radio Classique.